L'histoire de la marque Bugatti est une narration captivante de triomphe et de tragédie qui tient en haleine tous ceux qui s'intéressent au destin de ce nom légendaire. Pour en saisir pleinement l'essence, il faut remonter presque un siècle en arrière, dans les profondeurs du passé, dans une petite maison en Allemagne, dans une cave où vivait et créait autrefois le jeune Enzo Bugatti. C'est là qu'il acheva son premier voiture, marquant le début d'une longue série d'événements qui le conduisirent au sommet de l'ingénierie et de l'automobile. Après cette étape importante, il prit la décision de quitter son emploi pour lancer sa propre entreprise, avec l'espoir et l'ambition de transformer le monde de l'automobile. Le changement de pays, le choix de la France comme base d'activité, tout cela était une préfiguration de ce qu'il créerait dans les années suivantes. Pas simplement des voitures, mais de véritables œuvres d'art. Ces développements se distinguaient non seulement par leur rapidité, mais aussi par leur luxe, leur élégance et leur excellence en ingénierie. Grâce à son talent et à sa persévérance, il devint l'un des meilleurs ingénieurs de son époque, et son nom devint synonyme d'innovation et de statut. Cependant, malgré un succès extraordinaire, sa destinée changea brusquement comme un éclair dans un ciel clair. En une nuit, tout s'effondra, et Enzo Bugatti fut contraint de céder sa société à des étrangers, sans même avoir une idée précise de ce que serait la marque qu'il avait fondée. Son œuvre, qu'il chérissait tant et pour laquelle il avait tout donné, se transforma en quelque chose d'encore plus grand qu'il ne l'imaginait. Alors, le destin fit en sorte qu'au fil des années, le nom Bugatti devint un symbole de luxe et de puissance exceptionnelle, et ses voitures devinrent les objets de désir ultimes pour ceux qui apprécient la vitesse, le design et le statut. Je vous invite à un voyage passionnant au cours duquel nous suivrons les incroyables hauts et bas de cette marque légendaire, découvrant comment elle a su traverser l'épreuve du temps et revenir au sommet de l'industrie. Aujourd'hui, Bugatti n'est pas simplement un constructeur automobile, mais un symbole de luxe et de technologie de pointe, et son histoire témoigne de cette énergie et de cette passion exceptionnelle qui animait ses fondateurs lors de la création des hypercars les plus remarquables de notre époque. Enzo Bugatti est né le 13 septembre 1881 à Milan, en Italie. Il a grandi dans une famille aux racines assez riches. Son père, Carlo Bugatti, était un designer de meubles et de bijoux reconnu à l'échelle internationale, et son grand-père, un architecte et sculpteur célèbre. Toute cette atmosphère créative et ce talent artistique étaient profondément enracinés dans leur lignée et se transmettaient de génération en génération. C'est dans ce cadre culturel que s'est forgée la passion pour l'art et le savoir-faire, qui s'est implantée au plus profond de l'âme de la famille. Parmi les proches d'Enzo, le plus proche était son petit frère, Rembrandt, qui n'était âgé que de 3 ans de moins, mais qui, dès son jeune âge, montrait des capacités étonnantes en sculpture, surpassant même son frère aîné. Beaucoup d'historiens pensent que le talent exceptionnel de Rembrandt était la raison pour laquelle Enzo n'a pas suivi la tradition familiale en devenant sculpteur ou peintre. Au lieu de cela, son destin a été orienté vers une autre voie. Toute sa créativité et son talent se sont exprimés dans l'ingénierie et les inventions techniques. Mais, malgré son choix de chemin différent, les lignes d'héritage artistique se manifestaient dans ses œuvres, dans chaque détail, chaque courbe et forme de ses voitures. Dès son plus jeune âge, il était évident qu'Enzo possédait un don rare d'ingénieur. Ses capacités étaient si remarquables qu'il étudiait avec succès des structures complexes et la conception, sans aucune formation spécialisée. À 16 ans, il démontrait déjà sa capacité à réparer et à restaurer le mécanisme d'un vélo à 3 roues, sans rencontrer aucune difficulté. Son père, Carlo, observant le don naturel de son fils, comprenait immédiatement que devant lui se trouvait l'avenir d'un grand ingénieur et inventeur, et il soutenait donc le jeune génie de toutes ses forces. Bientôt, il l'a recommandé de suivre une école de maîtrise et de le faire entrer comme apprenti dans l'usine Pronetit et Stucchi, célèbre pour ses produits, machines à coudre et vélos. Pendant l'année suivante, alors qu'Enzo était encore très jeune, il apprenait avec grand intérêt et enthousiasme les compétences professionnelles et travaillait sous la supervision d'artisans expérimentés. À 17 ans, son talent lui permettait déjà d'accomplir seul des tâches complexes liées à la construction et à la mécanique, renforçant ainsi sa réputation d'ingénieur et d'inventeur prometteur. Exactement 1 an après le début de sa aventure,
l'ingénieur et inventeur italien nommé Ettore a montré ses talents dans le domaine de la construction de moteurs, en créant son propre véhicule à 3 roues équipé d'un moteur. Mais pas n'importe comment. Il a participé à une course longue et éprouvante qui reliait Paris à Bordeaux, et lors de cette traversée en une journée, son tricycle était équipé de 2 moteurs fabriqués par la société De Dion. Ce fait en lui-même témoignait de sa tendance à l'expérimentation et de son désir de maîtriser les solutions techniques les plus avancées. À cette époque, tout en étant occupé dans l'entreprise Prenetit et Stucchi, spécialisée dans les travaux de mosaïque décorative et la stuc, il prit conscience, de façon claire, que ses expériences avec la technique motorisée n'étaient pas seulement captivantes, mais qu'elles ouvraient les portes à un tout nouveau monde pour lui. Le monde des structures mécaniques, des développements automobiles et des vitesses fulgurantes. C'est là, à l'intersection de la fantaisie ingénierie et des connaissances pratiques, qu'il comprenait sa vraie vocation. À 19 ans, en étant encore très jeune, alors que la majorité des gens n'avaient même pas encore trouvé sa voie, Ettore prit la décision audacieuse de quitter l'entreprise Brunetti et Stucchi pour se consacrer entièrement à la création de sa propre voiture. Il était un homme perfectionniste, ayant ses propres rituels matinaux. Il dessinait soigneusement chaque détail de la future voiture, depuis le moteur jusqu'au panneau de carrosserie. Il ne se contentait pas de concevoir, mais contrôlait lui-même la fabrication de toutes les pièces, participant au processus d'assemblage. Une telle approche est devenue son style personnel, auquel il est resté fidèle toute sa vie. Ettore était un homme très précis, et ce mot décrit bien sa méthode de travail. Il était méticuleux jusqu'au moindre détail, chaque décision étant profondément réfléchie et calculée. Ses projets semblaient souvent incroyablement complexes, au point que même les ingénieurs expérimentés de son époque ne pouvaient souvent pas comprendre ou reproduire ses idées. Son talent et ses innovations n'ont pas échappé à l'attention et ont finalement attiré celle de la société Dietrich, possédant des usines en France et en Allemagne. Malgré sa jeunesse, il n'avait que 21 ans, Ettore obtint rapidement ses premières commandes professionnelles pour la création et le développement de voitures pour cette entreprise. Et, bien qu'il fût encore mineur à l'époque, son père, lui faisant entièrement confiance, devint co-signataire du contrat, lui donnant ainsi le droit de travailler dans le domaine automobile de manière professionnelle. La ville où le jeune ingénieur dut déménager fut Niederbronn-Lieben, une petite ville en Allemagne, située près de la frontière. Pendant plusieurs années, il y travailla dur, perfectionnant ses compétences et élargissant ses connaissances. Il ne se contentait pas de créer de nouveaux modèles de voitures, il participait aussi à des courses automobiles, ce qui lui permettait de tester en pratique ses idées et celles de ses véhicules. En mars 1903, au printemps, il commença à construire sa deuxième voiture, spécialement conçue pour la course Paris-Madrid. C'était un projet audacieux, car un tel véhicule devait démontrer le niveau le plus élevé de la pensée technique et d'innovation. Cependant, il fut tellement en avance sur son temps que, au départ de la course, il ne fut même pas autorisé à participer. Ettore fit preuve de son originalité en plaçant le pilote et le moteur bas dans le châssis de la voiture, estimant que c'était ainsi qu'on atteignait le centre de gravité optimal et qu'on améliorait l'aérodynamisme, des paramètres essentiels pour les voitures de vitesse. Cette approche semblait étrange, voire bizarre pour son entourage. À l'époque, la majorité des designers automobiles pensaient qu'il était correct de s'asseoir haut dans le cockpit, car cela donnait une impression de sécurité et de stabilité accrue. Mais avec le temps, en moins de 10 ans, cette position basse du centre de gravité est devenue la norme pour les voitures de course, montrant que les innovations d'Ettore étaient en avance sur leur temps. En 1906, Ettore sentit qu'il était temps de quitter la société Dietrich. À cette période, les voitures étaient fabriquées à la main, par des artisans talentueux qui mettaient tout leur cœur et leur savoir-faire dans chaque véhicule. Finalement, ces voitures devenaient très coûteuses et par conséquent accessibles uniquement à très riches. La plupart du temps, ces véhicules étaient achetés pour participer à des courses, qui devenaient rapidement populaires parmi les amateurs de vitesse et d'adrénaline en Europe et en Amérique. En 1907, il fit la connaissance d'une jeune femme nommée Barbara Joséphine Macher, qui devint par la suite son épouse. Cette même année fut marquée par un événement important,
la signature d'un contrat avec le constructeur de moteurs à essence de Cologne, la société Dampf, avec laquelle il conclut un accord sur plusieurs années. Travaillant dans cette entreprise, Ettore se consacrait à la création de moteurs plus puissants, plus lourds et plus imposants. Telle était la mode à cette époque. Mais déjà alors, de nouvelles idées germinaient dans son esprit, totalement différentes des tendances dominantes. Il commença à réfléchir à une approche radicalement différente. Comment rendre la voiture nettement plus légère tout en étant plus efficace? Il était convaincu qu'il était tout à fait réalisable de concevoir un véhicule léger, compact et en même temps puissant, dont les caractéristiques techniques surpasseraient celles des modèles plus volumineux et lourds avec de plus gros moteurs. Pour réaliser cette idée, il travailla de près dans la cave de sa maison, qu'il transforma en atelier pour le futur véhicule. Là, il créa un nouveau prototype, qui deviendrait la première voiture portant fièrement le nom de la famille, Bugatti. Ce futur chef-d'œuvre prit forme sous la forme d'un modèle appelé Type 13, qui marqua le début d'une nouvelle ère pour toute la marque et pour Ettore lui-même, incarnant le rêve d'un véhicule léger, rapide et parfait, capable de changer la perception des voitures de sport pendant de nombreuses années. Finalement, le projet désigné Type 10 fut achevé, et le résultat fut un moteur très impressionnant. Un moteur à 4 cylindres d'un volume d'1 litre et 1200 mètres cubes, pesant moins de 365 kg. Conçu pour 2 personnes, cette petite mais puissante voiture pouvait atteindre une vitesse maximale d'environ 80 km/h, ce qui, à l'époque, représentait une réussite tout à fait incroyable, surtout compte tenu de ses dimensions compactes et de ses caractéristiques technologiques. Lorsqu'il eut terminé son travail sur ce véhicule, notre héros décida de quitter son emploi précédent pour se lancer dans une nouvelle aventure plus audacieuse. Il parcourut le trajet jusqu'à Molsheim, une petite ville en Alsace, où il fonda sa propre entreprise. C'est ainsi qu'est apparue la société de transport automobile, Automobile Ettore Bugatti. Ettore Bugatti fut l'un des premiers au monde à utiliser activement la compétition automobile comme scène pour démontrer les capacités de ses voitures. En participant à de telles courses devant un large public, il ne se contentait pas de montrer les qualités techniques de ses véhicules, mais augmentait également sa popularité en tant que l'un des meilleurs ingénieurs du pays. Cette approche est rapidement devenue la norme dans l'industrie automobile, et la participation aux courses est vite devenue une partie intégrante du développement et de la promotion de nouveaux modèles. Il convient de souligner que l'année 1909 est devenue l'une des plus importantes dans la vie d'Ittore Bugatti, voire l'une des plus heureuses de son destin. Ce fut l'année où le projet Type 10 prit fin, où il fonda sa propre entreprise, et, ce qui n'est pas moindre, où son premier fils, Jean Bugatti, vit le jour. Ce moment familial représentait une grande joie pour Ittoro, venu après une période de travail intense et de succès dans le domaine technique. Bien que Type 10 fut un exemple exceptionnel de génie ingénieux et qu'il surpassa son époque de plusieurs années, son créateur comprenait qu'il était possible et nécessaire d'atteindre encore plus haut. Son développement remarquable servit de base à la création d'une voiture qui devint par la suite l'un des modèles les plus populaires et reconnaissables dans l'industrie automobile mondiale, le modèle Type 13. Le constructeur apporta d'importantes améliorations au design de son prédécesseur. Il ajouta à l'essieu arrière ce qu'on appelle des ressorts à lame, ce qui augmenta considérablement le confort et la maniabilité de la voiture. De plus, un mécanisme de soupape plus perfectionné fut introduit dans le moteur. Un système à 4 soupapes par cylindre permit de créer un bloc moteur plus efficace et puissant, la culasse à 16 soupapes. Ces innovations firent du nouveau modèle, Type 13, une voiture capable de développer environ 30 chevaux vapeur, ce qui était un chiffre remarquable pour une voiture pesant à peine 300 kg. Grâce à ces améliorations, le véhicule reçut une reconnaissance méritée et occupa la 2e place honorifique lors du Grand Prix de France de l'année 1911, ce qui confirma une fois de plus le haut statut professionnel du constructeur italien et son talent. Bugatti poursuivit ses travaux de développement technique, créant de nouveaux modèles basés sur une conception moteur déjà éprouvée et améliorée. Au fil de la conception, il améliorait étape par étape ses idées, créant d'abord des modèles jusqu'au Type 23,
en se rapprochant progressivement de prototypes encore plus perfectionnés. Cependant, à cette période, tout changea radicalement. La Première Guerre mondiale commençait en Europe. Face à ce conflit mondial, tout le pays, et avec lui l'industrie automobile, s'arrêta, et la production de nouvelles voitures fut suspendue pour des raisons inconnues. Année après année, la guerre s'éternisait, et à un moment donné, il devint évident qu'il ne fallait plus compter sur une fin rapide des hostilités. Dans ce contexte, Ettore Bugatti fut obligé de quitter Milan et de se déplacer d'abord à Paris, puis de revenir dans son pays natal, en Italie, où le travail sur la création de nouvelles voitures dut être mis en pause. Pendant cette période difficile, il a travaillé en collaboration avec ses frères mécaniciens de la société Duesenberg, passant du temps à renforcer ses compétences professionnelles jusqu'en 1916, date à laquelle la situation a enfin commencé à évoluer. Au XXe siècle, un ingénieur atypique et très ambitieux est apparu, proposant une expérience innovante dans le domaine de l'automobile. Il a conçu ce qu'on appelle le moteur de type U16, qui consistait essentiellement en la jonction de deux moteurs identiques, alignés en ligne, à l'intérieur d'un seul carter. Ce moteur a été baptisé Bugatti U16. Bien que cette conception ait été en partie inhabituelle et n'ait pas rencontré un succès commercial éclatant, cette étape technologique est devenue un jalon important dans le développement des technologies. Elle a montré qu'il était possible de combiner différents éléments de groupe motopropulseur pour atteindre de nouveaux effets et caractéristiques. Ce moteur expérimental est devenu une sorte de point de départ, qui a incité tant la société Bugatti que les frères Duesenberg à créer de nouveaux modèles de moteurs à arbre à cames en tête et à construction plus puissante à 8 cylindres. Les idées initialement intégrées dans le U16 ont, avec le temps, évolué dans des moteurs et des technologies plus modernes, et l'expérience acquise dans ce projet est devenue une source d'inspiration majeure pour les ingénieurs des deux entreprises. Après la fin de la Première Guerre mondiale, le chef designer et fondateur de la société, Ettore Bugatti, est retourné dans son atelier, situé désormais à Molsheim, cette célèbre cité française qui, à cette époque, était devenue une partie du territoire français. Là, il a poursuivi son travail sur la création de voitures de sport légères, s'efforçant de les perfectionner. L'une de ses créations a été la Type 13, une voiture équipée d'un moteur multicambré, multi-soupape, qui a connu un succès retentissant. Grâce aux nouvelles technologies, cette voiture a obtenu des résultats fantastiques. Elle a remporté le célèbre rallye de Le Mans en 1920 et l'année suivante, en 1921, elle a gagné à Brescia, consolidant à 3 reprises son titre de championne. Ce modèle, porteur de cette réussite, a été baptisé Bugatti Type 13 Brescia. Cette série de victoires s'est poursuivie jusqu'en 1925, durant laquelle plus de 2000 prototypes de ce véhicule ont été assemblés, en faisant l'un des modèles les plus couramment reconnus et réussis dans l'histoire de la marque Bugatti. Il n'est pas étonnant qu'en 1924, Ettore Bugatti ait présenté un nouveau modèle, la Type 35, lors d'une grande course à Lyon. Ce véhicule est immédiatement devenu favori sur la piste, ayant remporté plus de 1000 courses au cours de son histoire. Ses exploits sportifs se sont poursuivis dans les années 20 et 30, notamment dans des compétitions plus longues et plus difficiles. 2 victoires particulières à souligner sont celles lors des célèbres épreuves mondiales, les 24 heures du Mans, en 1937 et 1939. Lors du dernier cas, la voiture était conduite par un célèbre pilote français dont le nom devint bientôt synonyme de succès, Pierre Véron. Après qu'Ettore et son premier fils, Jean Hercule, eurent accumulé expérience et expérimenté différents modèles de voitures de sport, ils décidèrent d'essayer une nouvelle voie, la fabrication de voitures de luxe et de prestige. Travaillant ensemble, ils entreprirent de créer une voiture innovante, qui vit le jour en 1926 sous le nom de Type 41, Bugatti Royale. Cette limousine somptueuse représentait le sommet du génie mécanique et du talent artistique d'Ettore. Elle combinait des avancées technologiques de pointe avec une magnificence qui en faisait l'une des plus longues, des plus richement décorées et des plus luxueuses du monde à l'époque. Ettore était très sélectif dans le choix des clients pour cette voiture. Sa conception comprenait une restriction stricte, ne permettre son achat qu'à un cercle restreint de personnes
parmi les plus honorables et influentes de l'époque. Parmi eux, il y avait des rois, des aristocrates de haut rang et des figures importantes de la société. C'est pourquoi Type 41 reçut le nom de Bugatti Royale, royal. La création et la mise en production de cette voiture apportèrent à l'entreprise une renommée exceptionnelle et une reconnaissance mondiale. Cependant, malgré leur succès et leur triomphe, vint le temps de grands changements, des cataclysmes économiques mondiaux bouleversant tout le globe. 3 ans après la présentation de la Bugatti Royale aux États-Unis, la Grande Dépression éclata, détériorant considérablement la situation économique, non seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Les ventes de voitures de luxe royales chutèrent brutalement, fragilisant gravement la situation financière de l'entreprise. Au milieu des années 1930, Bugatti se retrouva au bord de la faillite. En cette période critique, à un moment où la firme était presque à l'extinction, le gouvernement français contacta Ettore avec une proposition d'aide. Il lui demanda de concevoir et de fabriquer des wagons de chemin de fer, des projets qui pourraient sortir l'entreprise de la crise. Se retrouvant dans une situation difficile, avec des ressources financières presque entièrement évanouies, Bugatti accepta cette commande. Il participa à la conception de 80 wagons selon ses plans, ce qui permit de surmonter la difficile période de la Grande Dépression, de sauver la compagnie et d'assurer ses perspectives d'avenir. Cependant, dès que l'on pensait que les choses s'arrangeaient et que la situation s'améliorait légèrement, de nouvelles épreuves surgirent, promettant encore davantage de challenges et de nouveaux chapitres dans l'histoire de cette célèbre maison automobile. Dans la ville lointaine de Mulsanne, en France, une grave crise de conflits sociaux éclata sur l'usine de Bugatti. Les ouvriers locaux, unis en syndicats, exigeaient une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Initialement, le chef d'entreprise, M. Itaoui, refusait de satisfaire leurs justes revendications, refusant de faire des concessions. Cependant, avec le temps, confronté à une grève massive et à une tension croissante, il finit par décider de faire un geste envers ses employés et accepta finalement d'augmenter leur salaire et d'améliorer leurs conditions. Une telle démarche susprima une méfiance entre l'employeur et son équipe. Les ouvriers soupçonnaient leur direction de cacher quelque chose d'important et de ne pas leur dire toute la vérité. Cette dispute et cette méfiance restèrent sans solution définitive, sans véritable résolution. Les années passèrent, et le nom d'Itaoui, un inventeur talentueux et un visionnaire, devint célèbre dans le monde entier grâce à ses réalisations remarquables dans le domaine de la mécanique. Il se fit connaître par la création de navires, de moteurs d'avion et de trains rapides capables d'atteindre plus de 100 miles à l'heure. Son expertise et ses idées suscitaient l'admiration dans plusieurs pays et solidifiaient sa réputation parmi les plus grands ingénieurs de son époque. En dehors de ses succès techniques, Itaoui trouva un excellent partenaire en la personne de son fils Jean. Jean était un ingénieur passionné, aussi talentueux et doué que son père. C'est lui qui devint son digne successeur, celui qui prit en main la gestion de l'usine Bugatti avec dévouement. Grâce à son énergie créative et à sa perspicacité, de nouveaux modèles de voitures furent conçus, suscitant l'enthousiasme d'un public nombreux à travers le monde. Parmi eux, le plus célèbre fut le modèle Atlantique, extrêmement élégant et futuriste, ainsi que le grandiose Royal, impressionnant par son luxe et sa puissance. Le modèle Type 57 fut également remarquable, car il conquit non seulement les cœurs du public, mais remporta aussi la prestigieuse course des 24 heures du Mans en 1937 et 1939. On peut dire que Jean, dès son jeune âge, incarnait le rêve de son père, et que son talent constituait une digne continuation de son héritage, faisant de lui un héritier idéal pour cette grande entreprise. À cette époque, tout allait parfaitement pour Bugatti, et le succès de la société semblait illimité. Tout semblait sans nuages et plein d'espoir. De nouveaux modèles étaient conçus avec une précision fantastique, et la réputation de la marque s'accroissait chaque jour. Cependant, dans la vie humaine, un instant peut changer le destin à jamais, et un tel événement arriva à Itaoui lors d'un des mois d'été de l'année 1939. En juin de cette année-là, la voiture Type 57 Tank remporta brillamment la course des 24 heures du Mans pour la première fois en 4 ans.
on aurait dit que la chance et la renommée revenaient enfin du côté de Bugatti. Mais seulement 2 mois plus tard, en août, Jean Bugatti partit en essai de conduite avec une voiture récemment conçue, désireux de tester sa performance sur la route et de la comparer au modèle précédent. Il prit le volant, répétant ses routines habituelles et ses procédures, faisant preuve de tout son savoir-faire. Soudain, un cycliste inconnu apparut de nulle part, se retrouvant brusquement sur sa route. Jean, tentant d'éviter le danger, tourna violemment le guidon, ce qui fit perdre le contrôle de sa bicyclette, entraînant un accident. Il percuta un arbre à une vitesse de plus de 200 miles à l'heure et mourut instantanément sur place. La nouvelle de cette tragédie bouleversa profondément Itooi. Il devint d'une tristesse insupportable, brisé par le chagrin. Son frère cadet, Rembrandt, âgé de seulement 39 ans, s'était aussi suicidé il y a de nombreuses années, lors de la Première Guerre mondiale. À présent, le cœur d'Itooi était déchiré par une double perte. Il avait perdu non seulement un fils talentueux et héritier, mais aussi une partie de son âme. La situation empirait lorsque les forces allemandes envahirent la France, prenant le contrôle des usines Bugatti à Mulsheim. 3 semaines seulement après la mort tragique de Jean, M. Itooi craignit pour l'avenir de son entreprise et prit des mesures rapides. Il fit passer la majeure partie de son équipement de production à travers la frontière et le installa à Bordeaux, espérant ainsi échapper à la menace imminente. Mais malgré ses efforts, la commandement allemande le découvrit et lui exigea de collaborer à la fabrication d'armes, notamment de torpilles et d'équipements militaires, pour le Reich germano-allemand. Il refusa leurs exigences, montrant ainsi son refus de participer à des crimes de guerre. Parallèlement, il accumula une pression financière considérable. La dette de l'entreprise atteignit un seuil critique. En cette période de nécessité et de désespoir, il fut contraint de céder son usine et ses équipements pour une somme à peine inférieure à la moitié de leur valeur réelle. La Bugatti dut fuir avec sa famille à Paris, cherchant à oublier la douleur de la perte et à trouver de nouvelles voies pour vivre. Là, il se lança dans le développement de moteurs pour l'aviation et de petits torpilleurs, espérant retrouver la grandeur passée, mais tout cela ne porta pas ses fruits. Bien que Itooi ait toujours vécu en France, il resta essentiellement italien et ne devint pas citoyen français. À la fin de la guerre, l'État ne lui apporta aucun soutien. La France rejeta sa demande de restitution de ses biens et de reconnaissance de ses droits. De son côté, l'Italie, alliée à l'Allemagne, se retrouva dans une situation opposée. Itooi fut accusé de collaboration avec les nazis. Après la guerre, il tenta de récupérer son entreprise en portant plainte contre l'État, mais il fut défait. Tout se compliqua davantage lorsque, en 1944, sa femme Barbara mourut, ce qui foula définitivement la pierre angulaire de son âme. En ces jours-là, le cœur et la santé d'Itooi se détériorèrent de mois en mois. Il visita Molsheim, sa ville natale, pour rendre visite à son usine détruite. Mais ce qu'il vit devint pour lui une tragédie insoutenable. Le bâtiment était complètement ravagé et son domaine abandonné et déserté. Son corps s'affaiblit rapidement et il commença à percevoir l'approche d'une maladie mortelle. Pourtant, il ne perdit pas espoir et continua de lutter. À 26 ans, il a déposé une demande de nationalité française, espérant retrouver ce qu'il avait perdu. À la fin des années 40, la santé d'Itooi a commencé à se détériorer de plus en plus. En 1947, à l'âge de 66 ans, il a été diagnostiqué d'une grave maladie pulmonaire et a subi un infarctus cérébral. Pendant cette période, son entreprise a finalement été restaurée et ses biens lui ont été rendus à nouveau après avoir été confisqués par d'autres. Cependant, le temps passait et l'état de son corps et de son esprit s'aggravait progressivement. La maladie et la faiblesse le forçaient de plus en plus. Et pourtant, il n'a pas abandonné, continuant à espérer et à se battre pour son droit de revenir à la vie, pour son honneur et son héritage. Mais seulement 10 jours après la reprise de l'entreprise, toujours en lutte contre une maladie grave, Itooi est décédé. Il a succombé non seulement en tant qu'homme, mais aussi en tant que créateur d'une grande machine d'illusions, de rêves et de chefs-d'œuvre techniques. Après sa mort, sa famille n'a pas été en mesure de maintenir la production de ses voitures,
et l'usine Bugatti a été définitivement fermée. Pendant longtemps, l'entreprise est restée abandonnée, sans nouveau développement ni idées, perdant peu à peu sa gloire d'antan. Ce n'est qu'en 1988, après de longues années d'oubli et de ruines, que la marque Bugatti a été ressuscitée. Un entrepreneur italien nommé Romani Artoli a acquis cette magnifique marque, permettant sa renaissance financière et technique, et l'a ramenée au sommet de l'industrie automobile. En 1987, est née une nouvelle incarnation de rêve, le modèle Bugatti E B110. Cette voiture de luxe pouvait atteindre une vitesse de plus de 213 miles par heure, et grâce à sa puissance, son design raffiné et sa haute technicité, elle est rapidement devenue un véritable phénomène. La nouveauté a créé une véritable sensation. L'apparence, les performances et les caractéristiques techniques ont fait un effet boule de neige dans le monde automobile. Malheureusement, seulement 139 exemplaires de ce modèle ont été construits, après quoi Bugatti a de nouveau été menacée. En raison d'erreurs de gestion et de stratégies erronées, la société a fait faillite, et une nouvelle étape de son histoire s'est terminée en 1995. L'histoire de la marque Bugatti est étroitement liée au retour à la splendeur et à l'innovation, amorcée seulement après que la société Volkswagen a acquis, en 1998, les droits sur cette marque légendaire. C'est à ce moment-là que nous avons redécouvert ces voitures rares et uniques, que l'on considère aujourd'hui comme le sommet de la pensée technique et du luxe, des supercars, distingués non seulement par leur apparence magnifique, mais aussi par des performances inégalées. Pour la première fois dans l'histoire du nouveau siècle, la société autrichienne, sous la marque emblématique Bugatti, a permis au monde de découvrir plusieurs modèles conceptuels, présentés à l'époque lors de diverses expositions internationales automobiles et salons de la moto. Ces prototypes, n'étant que des esquisses des réalisations futures, suscitaient à l'époque un intérêt sincère, tant chez le public que chez les spécialistes, car ils promettaient des technologies et un design révolutionnaire. Cependant, après ces présentations prometteuses, l'activité de la société s'est calmée dans les années suivantes, laissant les amateurs de la marque dans l'attente de nouvelles sensations. Un tournant important a été marqué par la présentation, en 2005, d'une nouveauté qui a bouleversé le monde des passionnés d'automobile jusqu'au fond de l'âme. Le Veyron, un SUV au nom exceptionnel. Cette voiture, dès sa sortie, a immédiatement dépassé toutes les attentes, ses caractéristiques étant si impressionnantes qu'elle est rapidement devenue l'un des véhicules les plus prestigieux et convoités sur Terre. Le Veyron a établi un record mondial longtemps considéré comme inaccessible, la vitesse maximale de production en série de la voiture atteignant 254 miles par heure, ce qui équivaut à environ 411 km par heure. En termes simples, le Veyron est devenu le symbole des plus hauts sommets technologiques et de l'excellence ingénierie, réunis en une seule voiture, capable de performances de vitesse véritablement étonnantes. Ce modèle est resté au sommet de la renommée jusqu'en 2015, date à laquelle il a été remplacé par un nouveau supercar nommé Chiron. Il a poursuivi la lignée de développement de la marque, proposant des solutions techniques et esthétiques encore plus impressionnantes. Il ne faisait pas de doute que le fait que, en 12 ans, après un peu plus de 13 années depuis l'apparition du Veyron, la société ait de nouveau fait sensation en battant tous les records de vitesse existants avec son nouveau modèle, Chiron, ait été remarquable. À cette occasion, en 2019, grâce aux avancées des ingénieurs et des concepteurs, une nouvelle étape a été franchie. La vitesse maximale de ce modèle a atteint des sommets incroyables de 305 km par heure. Cela a confirmé que le rêve de créer un supercar inégalé, combinant un style impeccable et des vitesses incroyables, vivait toujours et continuait à évoluer. L'histoire de Bugatti n'est pas seulement une chronique de progrès technique, mais aussi une saga captivante sur l'homme et sa quête pour immortaliser sa vision dans chaque détail de la voiture. Ce rêve continue même des décennies après la tragique mort de son créateur, rappelant que les grandes idées et la passion pour la perfection vivent dans le cœur de ceux qui croient à l'impossible.